Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai critiqué les 3 premiers opus de la saga VHS. Mais si c'est le cas, vous savez aussi que c'était il y a 3 ans, à une époque où ma façon de travailler et mes formats de vidéos étaient bien différents. Et alors que vous êtes un certain nombre à me réclamer une vidéo sur le tout dernier opus de la franchise VHS, sorti il y a quelques mois, je dois avouer que je ne savais pas très bien comment m'y prendre. Reprendre la formule que j'appliquais à l'époque, qui semblait vous plaire mais qui paraît aujourd'hui en contradiction avec ce que j'ai envie de transmettre sur ma chaîne, ou ignorer le format des 3 précédentes vidéos et traiter cette critique glauque comme j'ai désormais l'habitude de le faire. Dans tous les cas, il y avait une évidence. Je ne pouvais pas rester muet sur ce nouveau VHS, étant un grand amateur de cette saga, fan de cet univers étendu qui s'est construit au fil des épisodes, même lorsque les sketchs en eux-mêmes sont finalement de moins bonne qualité. Donc, allons-y au feeling et explorons un petit peu davantage la noirceur de l'espèce humaine à grands coups d'images de mauvaise qualité et de visions cauchemardesques. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à VHS 94. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, un nouveau VHS est bel et bien sorti. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, la saga VHS, qu'est-ce que c'est ? La franchise VHS est constituée de films à sketch horrifiques dont la grande particularité est de ne proposer que des segments sous la forme de found footage. Le principe est simple, les courts-métrages sont reliés entre eux par un fil rouge qui met en général en scène des personnages qui vont tomber sur d'étranges cassettes vidéo et les visionner une par une, donnant à l'ensemble une ambiance pseudo-réaliste. Et ce qui était à l'origine juste un prétexte pour proposer des sketchs aux thèmes aussi variés que possible en found footage, et donc peu coûteux à produire, est devenu aujourd'hui un univers étendu solide qui s'est quasiment établi tout seul au fil du temps à cause de la fascination exercée par la saga sur son public et même sur les réalisateurs qui ont contribué à la façonner. Aujourd'hui, beaucoup de questions subsistent sur la nature intradiégétique des cassettes vidéo trouvées dans les films. Qui les monte ? Pourquoi les événements qu'elles contiennent n'ont pas beaucoup fait parler d'eux ? Qui sont ces mystérieux collectionneurs qui les rassemblent et les stockent ? Car oui, ceux qui possèdent ces cassettes, et qui sont notamment mis en scène dans les différents fils rouges des films de la franchise, sont tous de nature, surnaturelle. Et avec le temps, une ou plusieurs obscures organisations semblent se cacher derrière ces collections. Nous n'en savons pas plus, et c'est très bien comme ça, cela alimente le mystère derrière les films, et leur ajoute un côté pseudo-Lovecraftien avec un mélange de réalisme, dû entre autres à la forme found footage des différents segments, et de surnaturel, n'ayant pour limite que l'imagination des différents réalisateurs. D'ailleurs, ce 4e épisode va encore un petit peu plus loin dans le parallèle avec Lovecraft, comme nous le verrons ensemble au cours de la vidéo. Et bon, personnellement, je ne vais pas m'en plaindre du tout. Suite aux demandes du public, désireux d'avoir un nouveau VHS malgré la relative déception générale qu'avait provoqué le 3e opus VHS Viral, David Bruckner, réalisateur du futur reboot de Hellraiser et du segment Amateur Night, présent sur le premier épisode de VHS, se mit à écrire dans l'idée d'un 4e volet avec la bénédiction de Bloody Disgusting, le célèbre site internet de critique de films d'horreur producteur historique de la saga, et de Shudder, la plateforme VOD nord-américaine spécialisée dans le cinéma d'horreur et désireux de relancer la franchise. L'idée d'origine de Bruckner avec ce nouveau VHS était de proposer des segments qui, ensemble, ne formaient qu'une seule intrigue, par opposition aux intrigues multiples et isolées que proposaient les films précédents, uniquement liés entre elles par de vagues fils rouges. Malheureusement, il dut quitter le projet pour justement s'occuper de Hellraiser, et d'autres réalisateurs issus des volets précédents annulèrent également leur participation, à l'image du collectif Radio Silence, qui devait bosser sur la suite de Scream. Préférer Scream ou Hellraiser à un nouveau VHS, pour moi, c'est incompréhensible. Bon, en vrai, c'est un petit peu normal, j'arrête de troller, même si c'est plutôt dommage de ne pas voir le retour de ces réalisateurs historiques de VHS. Mais rassurez-vous, on voit quand même quelques retours des plus intéressants pour tout amateur de la franchise. Par exemple, nous avons Simon Barrett, réalisateur du fil rouge du 2e volet et producteur scénariste d'autres segments de la saga, qui revient pour l'occasion. Mais surtout, et là je fais mon fanboy, nous avons également l'Indonésien Timo Tjahjanto qui revient dans VHS pour l'occasion, lui qui a réalisé ce qui est considéré par beaucoup, dont moi, comme le meilleur segment de toute la franchise, Safe Haven, co-réalisé avec son pote Gareth Evans. Un retour qui fut évidemment salué par tous les fans de VHS très contents de le voir revenir, d'autant qu'entre-temps, il est devenu un réalisateur de cinéma de genre très estimé et dont la réputation ne cesse de prendre de l'ampleur.
Aux côtés de ces deux retours, nous comptons aussi quelques nouvelles arrivées très prometteuses. Jennifer Reeder, réalisatrice entre autres du particulier Knives and Skin, Ryan Prowse, acclamé pour son très bon Low Life en 2017, ainsi que Chloé Okuno, dont le court-métrage Slut avait marqué les esprits. Puis bon, j'ai tout de même envie de citer le génialissime Steven Kostanski, réalisateur de The Void ou Psycho Gorman, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, et qui réalise une fausse publicité de Veggie Masher, incluse dans le segment de Chloé Okuno. Même si elle ne dure que quelques secondes, j'étais obligé de le citer malgré tout, car oui, dans cette vidéo, je fais mon fanboy. Et voilà. Donc, finalement, ce VHS 94, et oui, je dirais bien 94 dans toute la vidéo, n'en déplaise à certains, se calque sur la structure de tous ses prédécesseurs en proposant une succession de sketchs dont les intrigues n'ont aucun lien les unes avec les autres, mais qui sont reliées entre eux par un fil rouge, qui fait penser à celui de VHS Viral, dans le sens où il est beaucoup plus ambitieux, beaucoup moins intime si j'ose dire, que celui des deux premiers films. J'ajouterais qu'il mise lui aussi, comme pour Viral, sur une sorte d'organisation secrète surnaturelle construite autour de ces mystérieuses VHS au contenu terrifiant. Mais cette fois, au lieu d'avoir une camionnette fantôme qui sillonne la ville au hasard, nous avons une équipe d'intervention policière qui investit un lieu mystérieux pour s'en prendre à une organisation potentiellement dangereuse et qui serait liée à une drogue inconnue et dévastatrice. Ils se retrouveront dans un lieu gigantesque et des plus étranges, parsemé de cadavres de ce qui semble être des cultistes, qui semblaient tous en plein visionnage de vidéos inconnues au moment de leur mort. Vous l'aurez compris, nos policiers vont à leur tour tomber sur des vidéos qui seront en réalité les segments proposés aux spectateurs. Et nous tenons donc notre nouveau fil rouge. Holy Hell, réalisé par Jennifer Reeder, donc. Et pour le coup, j'avoue être un petit peu perplexe. À nouveau, et c'est assez courant dans la franchise, nous sommes devant un segment qui triche un tout petit peu au niveau du montage, et trahit en quelque sorte sa forme de found footage, dans le sens où il inclut différentes prises de vue, ce qui implique qu'elles ont été montées. Cela diminue la puissance du found footage, ainsi que son réalisme, puisque le spectateur ne peut plus croire qu'on a simplement trouvé ces images, surtout qu'ici, cela inclut à la fois des prises de vue filmées par l'équipe de policiers, logiquement, mais aussi des images prises par les antagonistes. Alors oui, cela sous-entend que la vidéo elle-même est probablement montée par les antagonistes en question, et donc cela répond en partie aux questions que l'on peut se poser sur la nature des cassettes dont je parlais en début de vidéo, mais cela fait perdre de la puissance au segment en lui-même, et je ne peux que le regretter. Pour le reste, c'est un fil rouge assez efficace, qui nous fait progresser au fur et à mesure du film dans un environnement complètement inconnu et en apparence des plus hostiles, tout en proposant son lot d'images gore et dérangeantes à cause des différents cadavres que vont croiser nos flics. De plus, il met en place une analogie assez intéressante et presque méta entre la drogue que j'évoquais et la fascination provoquée par les vidéos terrifiantes des films VHS. On peut y voir un clin d'œil fait aux spectateurs et fans de la franchise, avides de découvrir d'autres cauchemars audiovisuels, et je dois avouer que je me retrouve bien là-dedans. Peut-être aussi un petit hommage à Orange Mécanique, mais ça c'est à vous de voir. Cela voudrait dire un truc complètement différent du coup. Mais on a aussi le côté Lovecraftien dont je parlais un petit peu plus tôt, avec ce culte formé autour de ces cassettes vidéo, d'une part, mais aussi l'idée des esprits humains brisés par ce qu'ils ont vu et tellement fascinés qu'ils tombent sous l'emprise de l'organisation derrière les VHS, un peu comme certains adeptes des grands anciens, soit fascinés et désireux de servir ce qu'ils considèrent comme des divinités, soit manipulés par des entités qui les dépassent. Bref, un fil rouge qui, comme je le disais, vient donner de l'ampleur à l'univers étendu et la mythologie de la saga, plutôt bien exécuté, mais qui souffre tout de même un petit peu de son format, si l'on considère la triche que j'ai mentionnée. Assez moyen dans l'ensemble, mais qui contribue à l'atmosphère dérangeante du film. Donc bon. Ensuite, nous avons le premier vrai segment, Storm Drain, de Chloé Okuno, dans lequel nous suivons une journaliste et son caméraman partir à la recherche de Ratman, un genre de super-héros qui vivrait dans les égouts selon une légende urbaine locale. Notre duo va donc s'engouffrer dans les souterrains de la ville et se retrouver aux prises avec une communauté de ce qui semble être des sans domicile fixe qui vénèrent une créature surnaturelle nommée Ratma qui exerce sur eux une autorité implacable. À nouveau, une atmosphère assez Lovecraftienne règne sur ce court-métrage avec son côté divinité impie, vénéré par une communauté d'adeptes qui vit en marge de la société. L'utilisation des égouts, qui semble presque être une ville souterraine, comme un reflet inversé de la ville à la surface, est également très intéressante. Mais bien sûr, c'est de la créature que j'ai le plus envie de parler et qui a beaucoup été utilisée lors de la promo du film. Elle est proprement terrifiante, et bien entendu, son aura effrayante est renforcée par la qualité atroce de l'image, sachant que le segment était tourné en numérique, puis converti et transféré sur une cassette vidéo jouée manuellement des milliers de fois pour lui donner cet aspect dégradé qui est donc authentique. Inspiré par le documentaire Dark Days, tourné dans les années 90 et qui se concentrait sur les sans domicile fixe qui vivaient dans les tunnels de métro new-yorkais, le segment met finalement en scène la peur irrationnelle qu'éprouvent les gens du dessus, entre guillemets, à propos des SDF.
À nouveau, je regrette une certaine triche quant à la forme du segment, avec un mélange d'images prises par notre duo de journalistes et d'autres filmées directement sur le plateau télé de la chaîne pour laquelle ils travaillent, ce qui implique, encore une fois, un remontage et mixage de ces vidéos. Néanmoins, force est de constater qu'il est très efficace, que vous n'avez pas intérêt à être claustrophobe si vous le regardez, que sa créature est bien pensée et très angoissante, et que j'adore la scène durant laquelle le visage d'un journaliste fond littéralement bien fun et bien gore. Que puis-je ajouter à part Hail Ratma? Le segment suivant, de Empty Wake, est celui de Simon Barrett, et il reste fidèle à ses courts-métrages habituels puisqu'il propose quelque chose d'assez simple, de presque intimiste, et qui se concentre particulièrement sur son atmosphère. Nous y suivons Hayley, une jeune femme responsable d'une veillée funèbre, qui doit veiller, c'est cocasse, sur le cercueil pendant la nuit, toute seule, alors qu'une tempête fait rage à l'extérieur. Malheureusement, ce ne sera pas de tout repos, car notre protagoniste, déjà pas rassuré à l'idée de rester seul avec un cadavre toute la nuit, se met à entendre de drôles de bruits qui semblent provenir du cercueil. Comme je l'ai dit, c'est l'ambiance qui est privilégiée dans ce segment, et ce n'est pas plus mal. L'angoisse s'installe progressivement, sans réellement d'artifice, grâce à une gestion du son et de la lumière exemplaire, notamment à travers la tempête et le tonnerre à l'extérieur du bâtiment, mais aussi à un décor sinistre brillamment utilisé, ainsi qu'à un contexte de départ guère chaleureux. Je dois avouer que moi-même, je ne serais pas très à l'aise à la place de notre héroïne. De temps en temps, nous avons aussi quelques ficelles de mise en scène qui sont employées pour amplifier l'angoisse, comme une silhouette inconnue qui apparaît entre deux éclairs, ou la multiplication des points de vue à cause des différentes caméras présentes sur les lieux, justifiées par la veillée funèbre. Malheureusement, la conclusion évidente n'est pas à la hauteur du reste, manque de subtilité et d'imagination, et en ressort forcément décevante. Un segment somme toute moyen qui aurait pu être vraiment bon s'il avait réussi à maintenir son niveau d'efficacité. Ensuite, nous avons The Subject de Timo Tjahjanto, le segment que j'attendais le plus et le plus ambitieux du lot. Il met en scène un savant fou, le docteur James Suhendra, qui kidnappe des gens pour mener des expériences horribles sur eux et cherche à créer un être mi-organique, mi-machine. Seulement voilà, une équipe d'intervention policière débarque et l'exécute sans sommation, horrifié par ses exactions. Mais alors qu'il pense avoir résolu l'affaire, il se retrouve pris au piège dans le laboratoire infernal de Suhendra et ces créatures hybrides se réveillent pour s'en prendre à eux et les tailler en pièces de façon abominable. Et l'originalité est que nous suivons la majorité de cette histoire à travers les yeux de l'une des victimes de Suhendra, sujet 99, transformée en créature mi-humaine, mi-machine, et dont les yeux ont été remplacés par une caméra, ce qui est bien pratique quand on tourne un phone footage. Sinon, l'esthétique générale du segment, ainsi que cette vue à la première personne, font bien entendu penser à un jeu vidéo. On est dans une espèce de Doom-like avec des créatures horribles et un laboratoire dont l'aspect général n'est pas sans faire penser à l'enfer lui-même. Et même si Timo Tjahjanto cite Videodrome parmi ses influences, ce qu'on peut retrouver dans l'imagerie de son segment, The Subject me paraît plus proche de Frankenstein's Army et qu'il ne cite pourtant jamais, du moins pas dans les interviews sur lesquelles je suis tombé. Bah oui, Frankenstein's Army, c'est un found footage avec un savant fou qui assemble des créatures à partir de cadavres et de diverses armes, qui taille des soldats en pièces et dont certains monstres ressemblent un petit peu à celui de The Subject. Mais bon, ça se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors j'imagine que c'est complètement différent. Le film, même s'il est assez court, en même temps c'est un court-métrage donc c'est le principe, arrive à poser la question de l'essence de l'humanité, ce qui est plutôt bien joué. Notre protagoniste principale, à travers laquelle nous assistons à tout, est-elle toujours humaine? Elle se pose la question, et donc par extension, nous aussi. Et parmi les policiers, nous en avons qui la considèrent comme un monstre, et un autre qui souhaite l'aider à sortir de cet enfer. Mais bien entendu, le principal intérêt de ce segment est son action furieuse, qui, à nouveau, peut faire penser à celle d'un jeu vidéo. Timo Tjahjanto met en pratique ses talents pour la mise en scène d'affrontements, qu'il a déjà montré dans de nombreux longs métrages, et cela nous donne des scènes palpitantes, au rythme effréné, bien sûr très gore, pour notre plus grand plaisir. Cela ne s'arrête pour ainsi dire jamais, et on retrouve certains mouvements et chorégraphies qui ne sont pas sans faire penser à The Raid 2, sur lequel Tjahjanto a travaillé, et honnêtement, cela coupe le souffle, et jure avec les rythmes extrêmement lents de la totalité des autres segments de la franchise tout entière. On a presque l'impression d'assister à un animé japonais lors de certaines séquences d'action, et l'ambition de Tjahjanto est très appréciable ici. Incontestablement le meilleur segment du film. Du moins à mes yeux. Je ne sais pas si je suis très objectif, vu que j'admire vraiment le travail du bonhomme, que c'est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. Donc n'hésitez pas à me faire vos propres retours dans les commentaires, histoire que je puisse comparer quoi, voir un peu où je me situe. Voilà.
Enfin, nous avons ce qui est, selon moi, le moins bon segment du film, Terror de Ryan Prowse. Il nous fait suivre un groupe d'extrémistes qui font penser à des suprémacistes qui préparent un attentat pour, je cite, « purger le mal qui corrompt les États-Unis ». Nous les voyons exécuter des victimes suppliantes, s'entraîner et tester de nouveaux types d'explosifs particulièrement intrigants. En fait, les victimes qu'ils exécutent sont toujours le même homme, qui revient sans arrêt à la vie, et ils utilisent son sang pour concevoir des explosifs. C'est en réalité un vampire qu'ils gardent prisonnier, et celui-ci va finir par se libérer de sa cellule pour tous les éliminer un par un. Bien sûr, le segment se moque de ce genre de groupe, Front de libération des États-Unis et autres, mais au-delà de son propos, nous sommes surtout en présence d'un segment particulièrement mou, surtout quand on le compare à celui qui le précède. Calqué sur les vidéos de propagande de ce genre de groupe, sa mise en scène n'a donc rien de particulier et est justement volontairement amateur pour renforcer son réalisme, et son principal intérêt réside plutôt dans le mystère, jusqu'à la révélation de l'existence du vampire et de la nature de leurs prisonniers. Rien de notable cependant dans ce segment, qui m'a paru être le plus long du film, ce qui n'est en réalité même pas le cas. Ce n'est, en général, pas très bon signe. Voilà donc pour les 5 segments de ce nouveau VHS. Puis, qui dit anthologie, dit bien sûr film inégaux, mais pour moi, nous sommes en présence du deuxième meilleur film de la saga. Ni plus, ni moins. C'est déjà pas mal. Ce VHS 94 cherche peut-être moins à innover que le deuxième volet, selon moi le meilleur et de loin de la franchise, mais la majorité de ces segments restent très efficaces et sont plutôt bien exécutés. L'idée était de renforcer la mythologie VHS qui commence à se construire et pour le coup, c'est plutôt bien réussi. L'univers de ces films fascine plus que jamais et un autre épisode serait déjà dans les tuyaux. À l'heure où le found footage est plutôt passé de mode, la saga continue de réussir à en tirer tous les avantages pour proposer des segments tour à tour effrayants, fascinants et surtout qui tirent parti de leur forme pour faire croire à un tout cohérent alors que les films n'ont aucun lien les uns avec les autres. Bien sûr, la plupart des réalisateurs ayant travaillé sur la saga s'inspirent de véritables horribles vidéos. Outre les exécutions de certains groupes terroristes, comptons des faits divers comme l'agression de la patineuse artistique Nancy Kerrigan, le suicide collectif des membres de la secte Heaven's Gate ou encore les violents affrontements entre le FBI et la secte des Branch Davidians. Toutes ces sombres affaires, et bien d'autres encore, ont été filmées et ces images, d'époque et donc dégradées, dotées de cette qualité qui rend ces faits encore plus sordides, sont trouvables sur internet. C'est parce que ce genre de vidéos existe réellement que les segments de VHS fonctionnent aussi bien et fascinent autant. Ils nous rappellent des faits sinistres, réels, ce qui nous aide à croire que des cassettes du style de celles des films pourraient exister au sein d'une collection d'un goût fort douteux. À cela viennent s'ajouter tout un tas de concepts, fictifs ou non, comme les snuff movies, le porno amateur, le Mondo, et les sites qui mettent en ligne uniquement des vidéos d'accidents mortels ou de mise à mort, etc. Tout cela rend l'univers fictif de VHS plus réaliste et plus horrible encore, même si tous ces segments sont bien évidemment complètement fictifs et surnaturels. Si on leur ajoute leur côté un petit peu Lovecraftien, avec ces espèces de cultes ou organisations qui se cachent derrière la collection et rassemblement de ces fameuses cassettes, on a tout ce qu'il faut pour créer un univers des plus fascinants, aussi bien pour le spectateur que pour de nombreux cinéastes qui ont envie d'ajouter leur pierre à cet édifice cauchemardesque. J'aime énormément cette idée, et j'espère que cet univers continuera d'être exploité et fourni, mais pour l'heure, ce VHS 94 est une anthologie plutôt dans la moyenne, ni géniale ni mauvaise, avec ses fulgurances et ses ratés, ce qui ne m'empêche pas de l'apprécier énormément. Je la trouve très inspirante. J'espère que ce sera votre cas à vous également. Enfin voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.